syndrome du membre fantôme se caractérise par la sensation de membre suite à une amputation. 60 à 90% des personnes sont atteintes par ce syndrome. Celui-ci peut se présenter sous deux formes, soit avec ou sans douleur. La première forme se caractérise par une impression que le membre est toujours présent, qu'il peut interagir avec l'environnement et avec les autres parties de son corps. Par exemple, il peut y avoir une sensation de balancement du bras amputé lors de la marche. La deuxième forme peut être accompagnée de sensations douloureuses dans le membre absent. La douleur peut se manifester de différentes manières, soit par la perception d'une brûlure, d'une crampe, d'un coup de poignard, d'un violent influx nerveux ou de plusieurs autres façons. Dans la majorité des cas, la douleur est intermittente. Elle peut donc se présenter plusieurs fois au cours de la journée, de la semaine ou même du mois. La douleur chronique est moins fréquente, mais tout de même possible. Avec la Première Guerre mondiale, le nombre d'amputations a connu une croissance exponentielle. Étant aux prises avec des milliers de soldats présentant des symptômes similaires, le syndrome du membre fantôme est devenu évident. Le mécanisme du syndrome du membre fantôme reste toujours inconnu. Bien sûr, il existe tout de même quelques hypothèses. À ce jour, l'hypothèse la plus populaire soutient que le syndrome du membre fantôme aurait pour origine deux régions du cerveau, c'est-à-dire le cortex moteur primaire et le lobe pariétal. Les régions importantes du lobe pariétal sont le cortex somatosensoriel et le cortex pariétal postérieur. Le cortex moteur primaire et le cortex somatosensoriel sont organisés de façon somatotopique. Chacune de leurs zones détiennent les informations relatives à une seule partie du corps. Par exemple, la main est représentée par une zone et le visage est représenté par une zone adjacente. Lorsqu'il y a amputation de la main, la zone correspondante ne reçoit plus de stimuli afférents. Pour cette raison, les aires environnantes tendent à déborder pour tenter d'activer la zone touchée. Toutefois, le cerveau ne fait pas la différence entre la nouvelle réorganisation et l'organisation somatotopique pré-amputation, ce qui explique qu'il croit recevoir des stimulations du membre amputé. Lors de l'amputation, les nerfs sont sectionnés, le cerveau ne reçoit plus d'influx de ceux-ci. Cependant, le cerveau est continuellement en attente d'être stimulé même si le membre n'est plus là. Appuyons la première hypothèse avec des faits. Une étude réalisée en 2012 visait à stimuler par un courant électrique le cerveau d'amputés présentant le syndrome du membre fantôme. Deux observations majeures ressortent de cette étude. Premièrement, dans le cortex moteur primaire, lorsqu'un courant anodique passe par les neurones, il augmente leur niveau d'excitation, ce qui a un effet analgésique. Cet effet est causé par l'activation des systèmes GABAergiques qui diminuent l'activité des neurones efférents. Ainsi, la douleur dans le membre fantôme diminue. Il se pourrait que d'autres structures percevant la douleur soient activées, dont le thalamus et la moelle épinière. Deuxièmement, dans le cortex pariétal postérieur, il semblerait qu'il y ait une augmentation du débit sanguin et donc du niveau d'excitation des neurones chez les patients qui ressentent leurs membres fantômes. Lorsqu'un courant cathodique passe par les neurones, il les ramène à un niveau d'excitation normal, ce qui diminue la sensation du membre fantôme. Une nouvelle hypothèse soutient que le syndrome du membre fantôme aurait plutôt comme origine le système nerveux périphérique, plus précisément les ganglions des racines dorsales. Lorsqu'un analgésique est injecté dans les ganglions des racines dorsales, la sensation et la douleur du membre fantôme disparaissent complètement pour une certaine période. De plus, une solution d'une moins grande concentration d'analgésique est nécessaire lorsqu'elle est injectée dans les ganglions que lorsqu'elle est injectée ailleurs dans le corps. C'est ce qui pousse à croire qu'ils sont à l'origine du syndrome. Les ganglions des racines dorsales dans lesquels l'analgésique est injecté sont déterminés par la région du membre fantôme que les patients disent ressentir. Plusieurs facteurs semblent influencer l'apparition du syndrome du membre fantôme. Plus l'amputation survient tôt au cours de la vie et moins il y a de chances de développer le syndrome. À partir de l'âge de 8 ans, l'enfant a autant de chances que l'adulte de développer des symptômes.
Chez les enfants présentant une déficience congénitale d'un membre, environ 20% d'entre eux ont expérimenté la sensation d'un membre fantôme. Pour ce qui est des enfants ayant subi une amputation dans leur jeune âge, environ 50% d'entre eux disent ressentir ce syndrome. Lorsque le membre amputé représente une petite partie du corps, par exemple un doigt, une grande majorité des patients disent ne pas ressentir de douleur en lien avec ce membre. L'amputation du bras au complet, contrairement au simple doigt, occasionne dans de nombreux cas de la douleur. Un accident traumatique qui cause la perte d'un membre est associé à un plus grand risque de développer de la sensation d'amphibie ou même de la souffrance. Le fantôme est généralement immédiatement présent suite à un traumatisme en comparaison à une amputation chirurgicale où on peut constater un certain délai. Une plus grande douleur préopératoire est associée à une plus grande douleur suite à l'opération. Aussi, le port d'une prothèse tend à diminuer la douleur au niveau du membre fantôme. Toutefois, lorsque celle-ci est mal ajustée, elle peut davantage causer de douleur dans le membre absent. Des facteurs externes et internes tendent à moduler l'apparition du membre fantôme. Les conditions météorologiques pluvieuses, chaudes et froides accentuent la présence du membre perdu. De plus, le simple fait de parler ou de penser au membre fantôme amplifie sa sensation. Le stress, l'anxiété et la dépression chez le patient ont aussi des effets. Finalement, une plus grande sensation du membre fantôme est rapportée lors de l'activité physique. Pour atténuer les syndromes du membre fantôme, il existe plusieurs stimulations électriques pour stimuler le système nerveux. Celles-ci sont particulièrement utilisées en recherche, mais ne s'appliquent pas encore au traitement de la vie courante. Elles sont utilisées pour changer temporairement les activités neuronales, périphériques et centrales. Les stimulations peuvent être soit appliquées au système vestibulaire, au cortex moteur épidural ou au niveau du mognon de façon transcutanée. Une stimulation électrique peut être tout aussi simple qu'un massage du membre contralatéral. Il est aussi possible de stimuler le système nerveux par l'application d'un champ magnétique. Les entraînements sensorimoteurs sont des traitements qui s'appliquent davantage à la maison et en clinique. Ils consistent à effectuer des tâches sensorimotrices afin de rétablir les cartes sensorielles et motrices du corps. Cette technique consiste à faire une stimulation tactile ou électrique du mognon et de demander au patient de discriminer la fréquence ou de localiser la stimulation. Les résultats de cette méthode peuvent être amplifiés en y ajoutant la thérapie miroir. Cette technique demande au client d'effectuer des tâches avec son membre amputé comme s'il était intact. Point positif, le client peut faire cet entraînement à la maison. Cette technique consiste à remplacer l'image du membre atteint par l'image du membre réel. Aujourd'hui, avec les avancées technologiques, il est possible d'utiliser la réalité virtuelle. Cette technique consiste à plonger le client dans un monde où il retrouve des représentations virtuelles de ses membres. Aussi, il existe la réalité augmentée, qui consiste à superposer des images virtuelles sur un fond d'image réelle. Ces dernières techniques tendent à apporter de meilleurs résultats puisque l'illusion y est mieux réussie. Cette technique consiste à demander au client de relaxer sur un lit afin que le thérapeute puisse étirer ses muscles passivement. D'autres méthodes sont aussi utilisées pour traiter le syndrome du membre fantôme. D'abord, les méthodes chirurgicales qui visent à diminuer la douleur au niveau du mognon. Aussi, les traitements pharmaceutiques. En effet, plusieurs groupes de médicaments sont connus pour avoir un effet positif sur le syndrome, comme les anticonvulsants, les antidépresseurs, les opioïdes et l'acétaminophène. Toutefois, aucun médicament ne règle complètement le phénomène et tous présentent leur lot d'effets secondaires. Enfin, l'acupuncture a également fait ses preuves. Pour récupérer un maximum d'autonomie, les ergothérapeutes peuvent adopter deux approches. La première s'appelle bottom-up. Cette technique consiste à évaluer les capacités de base du client, qu'elles soient motrices, cognitives, sensorielles, perceptuelles et ou sociales, d'améliorer celles-ci pour enfin rendre le client fonctionnel dans un maximum d'occupation. La deuxième approche s'appelle top-down. Elle consiste à cibler les principales occupations de notre client et d'améliorer ses capacités dans celles-ci. Ensuite, le client pourra utiliser ses acquis dans diverses activités. La première et la dernière étape du traitement de l'ergothérapeute est l'évaluation du rendement fonctionnel afin de faciliter le retour au travail du client. L'ergothérapeute peut aussi être responsable d'ajuster la prothèse.
Ceci permet au client de se réapproprier son membre jusqu'au point où certaines personnes vont gratter la prothèse suite à une sensation de démangeaison. L'adaptation de l'environnement du client peut faciliter son fonctionnement. Par exemple, pour une personne ayant une jambe amputée, il est préférable d'éliminer toute marche ou d'en ajuster leur hauteur. Pour une personne ayant une main manquante, l'adaptation de la latéralité des objets peut faire une différence dans la vie courante. La relaxation musculaire peut aussi être faite par l'ergothérapeute conjointement avec les physiothérapeutes et les kinésiologues. Ils prescrivent des exercices d'étirement, ils font des massages thérapeutiques et enseignent des techniques de méditation menant à la relaxation globale. D'un côté plus psychologique, les traitements psychosociaux peuvent être dirigés par l'ergothérapeute en travail conjoint avec le psychologue et les travailleurs sociaux. Ces traitements favorisent la réinsertion sociale en travaillant la motivation, la communication, la gestion des tâches quotidiennes et les sentiments liés à la solitude et l'exclusion. L'ergothérapeute peut utiliser 3 types de thérapie. Il y a les programmes de réadaptation qui permettent aux patients de retrouver son efficacité dans les tâches de la vie quotidienne. La psychothérapie individuelle qui permet au client de parler de ses pensées, de ses sentiments et de ses craintes. Finalement, il y a aussi la psychoéducation du patient et de ses proches pour les préparer aux défis à venir.